Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la connexion entre la régression et le classement, ou la classification supervisée. Alors, la régression linéaire multiple, en l'occurrence, on sait bien ce que c'est, hein, c'est un système d'analyse prédictive où la variable cible est quantitative. Bien. Et de l'autre côté, le classement, la classification supervisée, on est toujours dans l'analyse prédictive, voilà, mais la variable cible est qualitative. Souvent, elle est binaire, mais on ne se restreint pas à ce cas-là, hein. On peut avoir des variables cibles qualitatives qui a plus de deux modalités. Alors, petite parenthèse, quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études jusqu'en DEA d'économétrie avant de faire une thèse en machine learning. Et dans mes études d'économétrie, donc j'ai étudié la régression linéaire, hein, dans long, large, en travers, hein, voilà. Et à un moment donné, on a très peu abordé, mais on l'a fait un tout petit peu quand même, le cas du classement, hein, voilà. L'économétrie des données qualitatives, on appelait ça. Voilà. Et moi, j'étais parti dans l'idée que les seules techniques qui existent, la seule technique qui existe dans ce cadre-là, c'est la régression logistique. Voilà, on nous en parlait un peu, on nous renvoyait vers les ouvrages, hein. Bon, le seul qui, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a 30 ans, hein, voilà, le seul qui m'a permis un peu d'avancer dans ma réflexion, c'était le livre de Giraud. Je sais pas si les gens se rappellent, moi je me rappelle très bien, j'ai ces livres-là chez moi, voilà. René Giraud, voilà. Mais il y a aussi les livres verts là, mais il était ingérable. J'ai le gros livre vert. Bon, là aussi, je pense que les personnes de ma génération vont s'en souvenir, mais j'avais du mal, hein. Il faut être prix Nobel pour comprendre ce qu'il y a dedans, à mon avis. Voilà. Mais bon, les premiers chapitres permettaient d'avoir des repères. Mais bon, comme il y avait très peu de logiciels à l'époque, voilà, bah, on regardait, mais on pouvait pas tester, hein, on pouvait pas tester, hein. Donc, autant les logiciels de régression linéaire multiple, il y en avait, on pouvait les utiliser, mais les logiciels où il était question de classification supervisée, bah, il y en avait pas beaucoup et on pouvait pas réellement les tester. Donc, on regardait, tout simplement. Bon. Et il y avait un élément qui était souvent mis en avant par mes enseignants à l'époque, c'est que on ne peut pas utiliser la régression linéaire multiple pour résoudre un problème de classement. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, les hypothèses fondatrices ne sont pas les mêmes, hein. Notamment, par exemple, hein, c'est que l'erreur ne peut pas être gaussienne. On a une variable cible qualitative, vous ne pouvez pas avoir une erreur gaussienne. Et donc, j'en étais resté à ces idées-là, et on m'a dit qu'on ne pouvait pas les utiliser. Donc, j'étais resté à ces idées-là. Voilà. Alors bon, c'est vrai. C'est vrai que sur toute la partie inférentielle, c'est très discutable. Encore que, hein, voilà, oui, oui, on peut pas les utiliser. Mais si on se place dans un autre angle, c'est l'angle du pattern recognition, bah, en réalité, on peut utiliser des régressions linéaires multiples pour résoudre un problème de classement. Surtout quand la variable cible est binaire. Quand elle n'est pas binaire, bon, on peut quand même, mais c'est un peu plus tordu. En revanche, quand la variable cible est binaire, on peut utiliser du point de vue du pattern recognition, du point de vue de la forme de la frontière dans l'espace de représentation, on peut utiliser la régression linéaire multiple. En revanche, la partie inférentielle, oui, là, il y a matière à discuter, effectivement, hein. Encore que, je mets un petit bémol là-dessus. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Dans cette vidéo-là, je vais montrer très rapidement que, effectivement, on peut utiliser un algorithme de régression linéaire multiple pour résoudre un problème d'apprentissage supervisé où la variable cible est qualitative. On peut très bien. Tout simplement, il faut faire attention au codage qu'on met en place de la variable cible. Voilà. Alors, quelques références. Voilà. Moi, j'avais écrit il y a bien longtemps maintenant, hein, ça date de quand ça? Bon, je l'ai remis à jour enfin, l'année dernière parce qu'il devait y avoir des coquilles que j'ai corrigées, mais ça date d'il y a très longtemps, ça, il y a plus de 10 ans. Récemment, j'ai écrit un livre sur les discriminantes linéaires cette fois-ci, et justement, dans ce livre-ci, je fais la connexion, hein. Quand on a un problème à deux classes, voilà, on a une équivalence avec la régression linéaire multiple. Voilà. À plus de deux classes, on peut trouver cette forme d'équivalence-là, mais elle est moins immédiate. Voilà. Alors, sous l'angle de la frontière qui est dessinée par le classifieur dans l'espace de représentation. C'est sens-là. En revanche, la partie référentielle, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de matière à discuter. Voilà. Alors, tout ça vient de quoi? Vient du fait que dans mes lectures, je suis tombé sur des livres très intéressants, et notamment celui-là. Donc, c'est un livre qui est très peu connu, hein, Discrimination et classement, hein, de Thomasson, Danzard, Dodin et Masson.
Il y a des jolis noms là, hein, des personnes qui ont fait des choses très intéressantes, hein. Voilà. Et ce livre-là, je l'ai vu un peu plus tard, pas durant mes études. Je suis pas sûr que durant mes études, j'aurais compris toute la portée de ce qui est dit dans ce livre-là. C'est quand j'ai eu un peu de recul par la suite, c'est quand j'étais en thèse, que je suis tombé sur ce livre-là, vraiment par hasard, et je l'ai lu et je me suis dit, il y a des choses très intéressantes. C'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'a pas des tunnels. Les méthodes de machine learning ou de statistiques ne sont pas dans des tunnels. Il y a des fortes connexions de ces différentes méthodes-là. Ça, je milite beaucoup là-dessus. S'il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que je travaille avec mes étudiants, on fait un TD sur l'apprentissage supervisé, ils calculent un taux d'erreur sur un échantillon test, et je leur ai dit, mais calculez-moi l'intervalle de confiance du taux d'erreur. Alors généralement, ils me regardent de travers, je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Ça y est, le taux d'erreur, il est là. J'ai dit, mais le taux d'erreur, vous le calculez sur un échantillon. En change d'échantillon, vous aurez une autre valeur de taux d'erreur. Voilà. Et alors, c'est quoi la vérité? Ben, il faut calculer un intervalle de confiance. Bon, une fois qu'ils comprennent ça, il me dit oui, c'est vrai, peut-être. Ensuite, il me dit, mais comment qu'on fait le calcul du enfin l'intervalle de confiance du taux d'erreur? J'ai dit, mais attendez, un taux d'erreur, c'est quoi? C'est une proportion de mal classé. Et calculer enfin l'intervalle de confiance, c'est une proportion, vous voyez pas à peu près les références? Il dit, mais c'est des stats, ça, monsieur. Bah, bien sûr que c'est des stats. On est bien en apprentissage statistique, hein. On est d'accord, le machine learning, en français, la traduction, c'est apprentissage statistique. Donc, bah voilà. Il suffit de regarder un tout petit peu. Alors, en faisant deux, trois requêtes Google, ça leur rappelle des vieux souvenirs, hein. En master, ils ont fait ça en deuxième année ou en première année, deuxième année souvent. Donc, l'inférence statistique. Donc, c'est là qu'il se dit, ah, on a dû faire ça à un moment donné et il calcule. Bon, après, il le trouve sans problème, hein. Ça revient petit à petit. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas des cloisons entre les différentes techniques, vous voyez. En réalité, ces techniques-là se marient entre elles. Et notre force à nous, c'est de savoir les apparier au mieux par rapport à un problème qu'on cherche à résoudre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe, c'est que je vais comparer sur un même problème donné la régression logistique, donc l'analyse discriminante et la régression linéaire multiple. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Et on va essayer de comparer les résultats, surtout. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça à différents endroits, et notamment, j'ai beaucoup parlé des classifieurs linéaires, hein. J'ai fait un tuto, bon, il y a quelques années maintenant, hein, voilà, où j'avais comparé différents classifieurs linéaires, et justement, page 22, là, je montrais que dans l'espace de représentation, en réalité, les classifieurs linéaires tracent des droites, si on est dans le plan, hein, si on est à deux dimensions. Si on est à p dimensions, c'est un hyperplan, hein. Ils tracent des hyperplans séparateurs, et qu'en réalité, donc on a bien la même forme, hein. Donc la préférence de représentation est bien la même, hein. C'est bien un hyperplan. En revanche, la préférence d'apprentissage, elle est différente. Et c'est pour ça qu'on peut arriver sur des solutions qui sont un peu différentes. Donc, on a à chaque fois des hyperplans, mais ils sont positionnés plus ou moins, hein, plus ou moins selon le biais inductif, hein, donc le biais de préférence. Alors, en anglais, le terme c'est bias, hein, donc c'est représentation de bias et inductif bias, hein, ou préférence bias. Mais traduire ça en français en biais, ça donne une fausse idée parce qu'on se dit, oula, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est pour ça que moi, je préfère utiliser en français le terme préférence, hein. Préférence de représentation et préférence d'apprentissage. Donc, sur les classifieurs linéaires, hein, sur les modèles linéaires, la préférence de représentation est bien la même, quelle que soit la méthode qui est derrière, c'est mettre en place des hyperplans séparateurs. Voilà. Donc là, dans ce tuto-ci, j'ai utilisé un naive Bayes, une analyse discriminante, une régression linéaire non logistique, un perceptron simple, un SVM un noyau linéaire. Donc, c'est aussi des classifieurs linéaires, on est d'accord, hein. Et j'ai mis la droite optimale parce que, en réalité, j'avais généré les données, hein. Et on voit qu'ils trouvent plus ou moins la bonne solution. Voilà, hein. Parce que ils savent représenter la solution, mais rien ne dit qu'ils vont trouver la solution. Il y a deux problèmes, hein, en apprentissage supervisé, hein. Quand on fait du classement, il y a toujours deux problèmes. C'est le système de représentation et comment on va essayer de trouver cette solution optimale-là, hein. Voilà. Alors, voilà, comment on va essayer de trouver la solution optimale. Alors, j'en ai parlé également ici, dans cette vidéo-ci, où je parle des classifieurs linéaires, hein.
classifieurs linéaires, on peut dire beaucoup de choses, hein. Effectivement, en termes de système de représentation, ils sont moins performants que les non linéaires, on est d'accord là-dessus. Donc ça va jouer sur le biais de l'erreur cette fois-ci, on est d'accord, hein. En revanche, ils sont plus stables, hein, donc ça va jouer sur la variance de l'erreur cette fois-ci. Et grosso modo, en réalité, ils tiennent très bien la route par rapport à des systèmes non linéaires, hein, souvent, sur des données réelles, hein. Voilà. Parce que ce qu'ils perdent sur le biais de l'erreur, ils vont le gagner sur la variance de l'erreur. Voilà ce qui se passe. Parce qu'ils sont plus stables, tout simplement. Et on peut les appliquer sur des petits effectifs. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc, j'en parle aussi dans cette vidéo-là, justement, de ces différents aspects-là. Alors, dernier point, voilà, c'est, hop là, quelles données je vais utiliser? Alors, je vais utiliser des données très simples, hein, c'est les Breast Cancer Wisconsin. Il y a 699 individus. Voilà, je vous montre les jeux de données là. On a une variable cible, en fait, est-ce que les cellules sont extraites d'une tumeur maligne ou bénigne? Voilà. Et donc là, ce qu'on a là, c'est les paramètres des cellules. Voilà, paramètres mesurés, donc la taille des cellules, la forme, ainsi de suite. Voilà. Les données ont été discrétisées ici, hein. Voilà, ça va pas, on n'est pas, là on dirait qu'on a les mêmes unités, mais parce qu'elles ont été discrétisées en réalité. On ne sait pas très bien comment ça a été fait, hein, mais elles sont discrétisées à l'évidence, hein. Et ensuite on a les codes des intervalles. Donc on peut le prendre quand même comme une variable quantitative, hein, plus ou moins. Voilà. Donc l'idée c'est ça, hein. Donc bien résumé avant de commencer, c'est de montrer donc la possibilité d'utiliser la régression linéaire multiple pour résoudre un problème de classement. Alors pourquoi j'en parle? Parce il y a une deuxième vidéo qui arrive et je vais parler de la régularisation. Beaucoup de gens parlent souvent de Ridge et Lasso, je suis d'accord là-dessus, mais on a des systèmes linéaires qui peuvent être également fortement régularisés. Et ce serait pas mal qu'on les regarde. Et notamment, il y a la régression PLS, hein. Elle est très utilisée dans certains domaines, voilà, mais en machine learning, elle est très très peu connue. Or, elle a vraiment des qualités très intéressantes, et notamment, on a la possibilité de jouer relativement simplement sur la régularisation. J'ai fait travailler mes étudiants là-dessus, hein. 2 années, maintenant les étudiants le savent du coup, pendant 2 années, 2 années différentes, hein, j'ai mis un petit écart au milieu, j'ai fait programmer des packages par les étudiants où ils devaient programmer des packages, hein, de régression PLS. Voilà. Parce que, voilà, en utilisant une vision plutôt machine learning. Il y a beaucoup de packages de régression PLS, y compris dans scikit-learn, hein, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Mais moi, je voulais qu'on adopte une position plutôt machine learning cette fois-ci, en utilisant la régression PLS pour la discrimination, pour le classement. Voilà. Voilà. Donc, c'est préparatoire à cette vidéo-là que j'en parle ici. Bien. Une fois que c'est fait, je peux m'arrêter de parler. Les préambules sont très longs, mais en réalité, si on n'introduit pas clairement le propos, après on tourne en rond, vous savez pas ce que je fais. Dans tous mes TD, je me suis rendu compte, ça fait quand même pas mal d'années que j'en fais les TD, hein, je me suis rendu compte que ça joue souvent dans les 10 premières minutes. Dans les 10 premières minutes, ils arrivent, les étudiants, ils se placent sur leur PC, ils allument le PC, ils regardent même pas, ça n'existe pas. Je ferai la danse du ventre là que personne ne verrait. Donc là, généralement, j'ai un peu avec un peu de vigueur, je leur dis de regarder au tableau parce que il faut que j'explique la teneur de ce qu'on fait, hein, et quelle est la finalité, quel est l'intérêt de ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on doit obtenir à la sortie, hein, quelle réflexion on doit avoir sur ces résultats-là. Et ensuite, on travaille, je les laisse travailler tranquille. Je fais les 100 pas derrière eux pour vérifier que tout va bien, qu'ils avancent. Mais les 10 premières minutes du TD sont vraiment importantes. Parce que si on comprend pas la finalité de ce qu'on fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. On tape du code, on comprend rien. Et c'est du temps perdu pour les étudiants, pour l'université, pour moi. Et je veux pas ça. Je veux pas ça. Voilà, donc c'est pour ça que les préambules sont toujours un peu longs, hein, je suis désolé là-dessus, mais je pense que c'est très important. C'est très important. Allons-y. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé le notebook et j'importe les données. Donc, il y a pas, voilà, on a importé les données. Donc, il y a 699 individus, des données, il n'y a pas de valeur manquante, voilà, et la variable cible, c'est target, hein, soit bénigne, soit malignant. Donc, j'affiche la distribution des classes, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de déséquilibre manifeste, voilà. Parce que souvent, un des éléments qui différencie les différents classifieurs linéaires, c'est le seuil d'affectation, hein. C'est la constante, en fait. C'est pas sur la pente que ça se joue la plupart du temps. C'est souvent sur la constante que ça se joue. Et on le voit là, hein, on le voit là, hein, dans le tuto que j'avais fait, vous avez vu que les pentes sont à peu près les mêmes. C'est le seuil d'affectation qui change, hein. Voilà. Donc les méthodes se valent à peu près là-dessus. C'est vraiment sur le seuil d'affectation qu'on a des comportements différents. Voilà. Alors je reviens sur mon affaire. Donc voilà.
Et je vais scinder les données en deux parties. Apprentissage test comme d'habitude, hein. Donc voilà, je prends 60% pour l'apprentissage, 40% pour le test, hein. Voilà, random stat égale 0, comme ça vous pourrez reproduire exactement le même résultat. Et ensuite, je fais une stratification selon la variable cible. Comme ça, les proportions des bénignes et malignantes sont exactement les mêmes dans le train et le test. Voilà. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà. En train, on a 419, en test, on a 280. Voilà. Et donc, dans un premier temps, je lance la régression logistique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'importe la librairie, voilà, je instancie la méthode et je lance le fit. Donc, la variable cible, c'est target et les prédictives, c'est toutes les colonnes, sauf la dernière, puisque la dernière, c'est target. Voilà. Et j'affiche les coefficients. Donc, j'affiche les coefficients. Voilà, on a les coefficients. Alors, il y a les coefficients, mais j'avais dit que le seuil d'affectation est très importante, ça se joue sous la constante. Donc là, on a les coefficients de l'équation logit. Voilà, on est d'accord là-dessus. Et là, c'est la constante de l'équation logit. Donc c'est le A1 fois Clump, plus donc le A2 fois UCL16, plus le A3 fois voilà, et le A0, il est là. Voilà. Et si on veut utiliser en déploiement ce modèle prédictif, l'équation logit, on applique l'équation logit sur l'individu, les coefficients de l'équation logit sur l'individu, et on compare à 0, tout simplement, hein, en incluant la constante, on est d'accord, hein, voilà, on compare à 0. Voilà. Très bien. Alors moi, du coup, j'ai pris sur l'échantillon test et je calcule le score ici. Donc ce que je vais calculer ici, c'est l'accuracy. Voilà. Donc j'ai l'accuracy de 95%. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Mais bon, la base de breast cancer Wisconsin, on sait qu'elle est très facile à apprendre, hein. Donc là, il n'y a aucun souci là. Mais voilà. Donc là, on a les coefficients de l'hyperplan séparateur, voilà, et la constante joue un rôle important dans le seuil d'affectation. On est d'accord là-dessus, hein. C'est ça, hein, regardez bien ça, hein. Ce serait pas mal que vous le lisiez ça, hein. Donc elle est là, c'est classifieur linéaire. Vous trouverez classifieur linéaire et page 22, justement, je parle des différentes méthodes d'apprentissage, voilà, et de comment ils tracent les droites, hein, pour séparer dans le plan, puisque on est dans le plan, hein. Mais si on est dans plus que le plan, c'est des hyperplans. Plus que à deux dimensions, on a des hyperplans séparateurs. Bien, ça c'est le premier résultat. Ensuite, je vais lancer une deuxième approche. C'est l'analyse discriminante linéaire. Voilà. Donc, très bien, hein, donc j'importe, j'instancie, je lance l'apprentissage et j'affiche les coefficients. Voilà. Alors, comme on est dans un cadre binaire, il affiche que l'équation score directement, hein. Si on est à plus de deux modalités, on aurait plusieurs équations. Là, comme on est dans un cadre binaire, il affiche directement donc l'équation de l'hyperplan séparateur. Et de nouveau, je peux afficher ici l'intercept. Alors, je calcule les performances en test, de nouveau ici, hein, voilà, tac, on a 94,64. Voilà, donc c'est un peu moins bon, mais ça tient, c'est à 0,04. On est d'accord là-dessus. Voilà, donc on va pas s'énerver là-dessus. Si on calcule justement les intervalles de confiance, elles se chevauchent totalement, donc il n'y a aucun problème à avoir là-dessus. Bien. Alors, je compare justement les coefficients cette fois-ci. Si je compare les coefficients cette fois-ci, voilà, je fais le ratio, voilà, et on voit bien que, en fait, ils sont un peu différents. Donc, les hyperplans, là, ne sont pas parallèles. Ils ne sont pas parallèles ici, hein. La régression logistique utilise un hyperplan séparateur. L'analyse discriminante utilise aussi un hyperplan séparateur. Mais dans ce cadre-ci, les deux hyperplans ne sont pas parallèles. Ils sont un peu décalés. Voilà. Hein, et en termes de pente, hein. Si on est dans le plan, c'est le pente de la droite qui est un peu différente, hein. Voilà, ici. On voit bien ça, hein. Voilà. Donc, on a le même système de représentation, mais après, on a des solutions différentes parce que le biais inductif, hein, donc la préférence d'apprentissage, est différente. On est d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la régression linéaire? Alors, la régression linéaire, on se dit, mais on ne peut pas l'utiliser pour un problème de classement. Là, la variable cible, elle est binaire, hein, bénigne, malignante. Donc, comment on veut utiliser ça? Oui, effectivement, sur la partie inférentielle, je suis d'accord, hein. Encore que, hein, je montre les équivalences tout à l'heure. En revanche, on a bien un système qui va permettre d'avoir un hyperplan séparateur. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une alternative possible. Le tout est de bien coder correctement la variable cible, qui est qualitative, bénigne malignante, il faut la coder en numérique. Alors, comment la coder en numérique? D'abord, il faut calculer les fréquences des classes, ce que je fais ici, hein. Donc, la fréquence du bénigne, c'est 65%, les malignantes, c'est 34%. Et ensuite, je vais utiliser ces fréquences-là pour coder.
Alors ça, je l'explique dans le livre sur la pratique d'analyse discriminante linéaire et dans les équivalences ici. Je parle des codages possibles. Il y a un codage 1-0 qui paraissait évident, mais du coup, le seuil d'affectation serait différent que 0, hein. C'est pour ça que on a plus intérêt à utiliser d'autres seuils d'affectation. Alors, je les montre ici. Alors, c'est là. Et justement, il y en a dans le livre de Gilbert Saporta de 2006, j'ai trouvé, dans Nakashi Conflit de 2003 également, il y a différentes. Et moi, ce que je mets en avant, c'est celle qui m'a permis de découvrir, hein, cette approche, cette idée de godage-là, voilà, de Thomasson et ses copains. Voilà, en 88. Voilà. Tout simplement, il faut que quand on calcule donc la moyenne de la variable recodée, qui représente la variable cible, hein, il faut que la moyenne s'égale à 0. Voilà, c'est ça la règle, tout simplement. Comme ça, on va utiliser un seuil d'affectation 0. On a une sorte d'équation logique, si vous voulez. Mais c'est pas une vraie équation logique, hein. C'est pas calculé par la régression logistique, mais quelque chose qui ressemble à une équation logique. Et qui permet d'avoir le même comportement en termes d'affectation. Eh bien, alors, encore une fois, hein, voilà. Excellent livre. On en trouve encore d'occasion, hein. Bah, je conseille. Il faut avoir beaucoup de recul pour le lire, mais si vous avez suffisamment de recul sur les différentes méthodes de machine learning, c'est très instructif. C'est vraiment instructif. J'adore ce livre-là, hein. Il y a quelques livres pour moi qui sont des références. Celui-là en fait partie. Du temps où j'étais étudiant, hein. Du temps où j'étais étudiant, hein. Voilà. Allons-y. Alors, du coup, je fais le recodage et je calcule la moyenne de la variable recodée. Et effectivement, elle est égale à 0, hein. C'est 0,000 jusqu'à la 18e décimale. Donc, c'est bien 0, hein. C'est juste un problème de précision, là, hein. Bien. Donc, une fois que j'ai recodé, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'importe la régression linéaire. On est d'accord là-dessus. Ensuite, je lance l'apprentissage. Voilà. Et je vais afficher les coefficients. Alors, les coefficients semblent très différents. On est d'accord là-dessus, hein, on semble très différents. Et j'affiche la constante, qui paraît différente également. Bon, très bien. Alors, en revanche, je regarde l'équivalence avec les autres méthodes. Notamment, je vais voir si une équivalence avec l'analyse discriminante. Donc, je fais ratio des coefficients de la discriminante avec les coefficients de la régression linéaire multiple. Et regardez le ratio pour chacune des variables, il est constant. Ce qui se passe en réalité, voilà, c'est ce que je montre ici, c'est qu'on a bien deux solutions, mais les deux solutions sont parallèles. Donc, si on est dans le plan, on a deux droites parallèles en réalité. Et ce qui les différencie, c'est le décalage qu'il y a, qui est le seuil d'affectation en fait. Donc, ce seuil d'affectation-là est très important, hein. Souvent, petite parenthèse encore une fois, souvent quand les étudiants travaillent sur les classes déséquilibrées, ils commencent à me sortir des méthodes de la mort à la sortie, oui, que je comprends par ailleurs. Voilà, notamment le sous-échantillonnage ou le sur-échantillonnage des classes, voilà, hein, classes sous-représentées ou surreprésentées. OK. Et moi, je leur dis, mais attention, quand vous faites ça, la seule correction qui arrive derrière, c'est la correction des scores, en réalité, hein, des scores d'affectation, hein. Ça fait une forme de translation des valeurs de score quand vous faites du sous-échantillonnage ou du sur-échantillonnage. Donc, ok, je comprends parce que ça corrige avec les résumés, parce que la valeur moyenne des scores est décalée. La distribution des scores, si vous voulez, est décalée. Ok, très bien. Mais je dis, mais au lieu de s'embêter à faire ça, tout simplement, on peut aussi jouer sur le seuil d'affectation. Et vous aurez exactement la même correction, sans avoir à vous embêter avec sous-échantillonnage et sur-échantillonnage. Voilà. Bah là aussi, on voit l'idée. On voit bien l'idée que les frontières de séparation sont parallèles, effectivement, et ce qui différencie le comportement des deux algorithmes, c'est le fait que les seuils d'affectation sont différents. Voilà, tout simplement. Alors, voyons les performances, du coup, alors. Voyons les performances. Donc, je fais la prédiction. Je vais faire la prédiction sur l'échantillon test, hein, comme tout à l'heure. Très bien. Et une fois que j'ai fait la prédiction, qu'est-ce qui se passe? Les valeurs, maintenant, c'est des valeurs numériques, on est d'accord, c'est une régression linéaire multiple. Voilà. Donc, pour avoir la prédiction sur les classes, cette fois-ci, je compare la prédiction des valeurs numériques avec la valeur seuil 0, hein, il prend en compte la constante ici, on est d'accord, hein? Voilà, donc je compare avec le 0 pour dire si c'est une affectation bénigne ou si c'est l'affectation malignante. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est calculer la moyenne donc la proportion des erreurs, hein. Non, la proportion des
Enfin, le taux de reconnaissance, quoi. Hein, donc, la proportion des bons classements. Et voilà, on a 95-35. C'est un peu meilleur que l'année discriminante, alors que c'est la même solution finalement, hein, voilà. Mais parce qu'il y a un décalage, il y a un décalage tout simplement du seuil d'affectation. Il est où l'année discriminante là? Voilà. Mais bon, là aussi, on va pas s'énerver pour à la troisième décimale, on est d'accord, hein. Et c'est aussi un peu meilleur que voilà la régression logistique. Mais là également, on va pas s'énerver pour une différence à la troisième décimale. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Les méthodes ne sont pas cloisonnées. Premier point. Deuxième point important, on peut utiliser la régression linéaire multiple pour un problème de classement. Effectivement, il y a des problèmes sur la partie inférentielle, la partie statistique, on est absolument d'accord là-dessus. En revanche, du point de vue du pattern recognition, on a des solutions qui tiennent la route parce que la régression linéaire multiple, à l'instar des autres méthodes linéaires, va tracer des hyperplans séparateurs dans l'espace de représentation. Voilà. Alors pourquoi je fais ça ici? Pourquoi j'en parle ici? Parce que je prépare une autre vidéo que je vais faire tantôt, où je vais parler de la régularisation. Beaucoup de gens, dès qu'on parle de mes classes, de méthodes linéaires, vont vous parler de lasso, ridge, et très bien, à juste titre, hein. Je dis pas que c'est pas des bonnes méthodes, hein, mais je dis également que il y a d'autres méthodes de régularisation qui sont pas mal, et notamment quand on utilise la régression PLS, partial least square. Et non pas PLS, il est en position latérale de sécurité, on est bien d'accord, hein. Voilà. Mais c'est un bon point de vue qui donne des performances très intéressantes. Voilà. Ben, excellent travail à tous.